face à nous, on a des États qui nous font une forme de chantage à l'envers. Plus vous faites du bruit, nous disent-ils, moins on va céder. Bonjour, j'ai l'habitude dans cet édito de vous parler du droit à l'information, de sa mise en œuvre dans l'ensemble du monde, des dangers technologiques, géopolitiques, en matière d'évolution des sociétés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est Reporters sans frontières, RSF, qui est une organisation à la notoriété assez forte dans de très nombreux pays, mais qui au fond une illustre inconnue. Pourquoi? Parce qu'on a une image très forte qui est attachée à un sujet particulier sur lequel nous travaillons, les libérations d'otages, les libérations de journalistes, mais en réalité, le travail de l'organisation, il est beaucoup plus vaste. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que nous avons cette semaine à Paris réuni l'ensemble de nos équipes internationales qui viennent des 14 bureaux que nous avons dans le monde, 14 villes, Taipei à Taïwan, Rio de Janeiro pour l'Amérique latine, Washington, Londres, Dakar, bref, tous les continents. 180 personnes, et en plus des correspondants dans plus de 150 pays. Et c'est l'occasion pour Reporters sans frontières, pour l'ensemble de nos équipes, de faire le point sur nos stratégies, nos actions, nos projets. Et l'occasion pour moi de vous en dire deux mots. Notre stratégie, elle a complètement changé au cours des dernières années. Nous étions à l'origine, vous le savez, une organisation d'abord spécialisée en naming and shaming, expression anglaise qui veut dire dénoncer et faire honte. En gros, le principe, c'était sur des cas où nous voulons apporter des réponses, nous faisons en sorte d'obtenir la plus grande couverture médiatique pour faire pression, par exemple, sur des régimes. Ça marche de moins en moins. Pourquoi ça marche de moins en moins? Parce que face à nous, on a des États qui nous font une forme de chantage à l'envers. Plus vous faites du bruit, nous disent-ils, moins on va céder. Plus on va devoir démontrer notre force. Et donc, plus une telle va rester longtemps en prison. Et ce chantage, pour nous, il est presque au quotidien. Donc nous avons revu complètement notre stratégie en adoptant ce que nous appelons une stratégie 360 degrés. Nous prenons la parole publiquement dans de multiples langues, sur les chaînes d'information, dans les journaux, sur les réseaux sociaux évidemment, à travers de plus en plus des enquêtes, nous développons l'investigation pour établir des rapports de force. Mais nous développons aussi sur le terrain une activité d'assistance extrêmement concrète, d'assistance matérielle. Nous avons créé des centres en Ukraine, par exemple, livré des casques et des gilets pare-balles en Cisjordanie. Nous faisons ça dans l'ensemble du monde. Souvenons-nous de la coordination de l'évacuation de Marina Ovsianikova, la journaliste russe à la pancarte. Une assistance en matière de formation. Récemment, nous avons publié des chiffres. En 2023, nous avons formé dans l'ensemble du monde près de 2000 journalistes. Et c'est une croissance très forte. Nous avons beaucoup développé ce qu'on appelle l'engagement direct, qui est le plaidoyer auprès d'autorités dans l'ensemble du monde, en fournissant des propositions, des recommandations, des revendications très concrètes qu'il faut construire. Et là, on a un service qui fait ça et qui a gagné une très grande influence sur tous les continents. Nous développons le contentieux stratégique, qui est l'action juridique offensive face à des entreprises privées parfois, face à des États, face à des individus. Nous développons des projets innovants, comme un projet de bouquet satellitaire vers la Russie, j'y reviendrai, comme des projets sur l'intelligence artificielle. Et enfin, nous sommes dit que si nous voulons avoir le plus d'influence possible, il ne faut pas simplement se battre pour que des bonnes règles soient appliquées, pour que des mauvaises règles soient abolies, mais aussi pour faire en sorte, pour contribuer à l'édiction des règles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé des initiatives structurelles, comme la Journalism Trust Initiative sur la certification des médias, pour redonner un avantage concurrentiel au journalisme digne de ce nom, aux médias qui s'astreignent à des obligations méthodologiques, éthiques, qui proposent un cadre d'indépendance, mais aussi une initiative plus structurelle encore sur la régulation du numérique avec le partenariat pour l'information et la démocratie, signé maintenant par 52 États et qui était initié par nous. Voilà une partie de cette logique 360. Si je devais résumer, nous travaillons à 4 niveaux. 1, le niveau classique de la liberté de la presse. Quand je dis classique, historique pour Reporters sans frontières, mais qui demeure absolument essentiel dans de très nombreux pays. 2, le niveau des relations entre les médias et le public. 3, le niveau de l'organisation du marché des médias, du marché de l'information. 4, l'espace informationnel, l'espace de l'information et de la communication, désormais global. Ça nous donne
un périmètre d'action qui, disons-le, holistique. Nous regardons et travaillons à Reporters sans frontières sur l'ensemble des aspects informationnels. Et ça nous donne cette vision globale, une efficacité plus grande, parce que ça nous permet d'apporter vraiment le type de réponses qui sont les plus efficaces à chacun des problèmes, et avec parfois une multiplicité de réponses. Pour ça, nous avons une équipe, je le disais, dans l'ensemble du monde, qui est très unie, et ça c'est une des forces aujourd'hui de Reporters sans frontières. Lors de ce séminaire, on a beaucoup travaillé sur les projets pour l'avenir. On a évidemment regardé ce qui avait été réussi ou moins en 2023. Il y a eu des moments très forts pour nous, des libérations de journalistes, la libération de Mortaza Beboudi, qui était détenu en Afghanistan, qui est un journaliste franco-afghan. Nous avons dû vraiment discuter pied à pied, de manière hebdomadaire, avec le régime des talibans et avec différentes factions au sein du régime pour à la fin obtenir sa libération. La libération de l'otage au Mali, Olivier Dubois. J'évoquais l'évacuation, la coordination de l'évacuation de Marina Ovsyannikova depuis la Russie. C'est dans les bureaux derrière moi qu'elle est réapparue en février après 4 mois de clandestinité. Bref, beaucoup d'actions différentes. Avec des projets très forts pour l'an prochain. J'évoquais le projet de satellite, plus exactement de bouquet satellitaire à destination de la Russie, avec dans ce bouquet des chaînes russophones qui ont dû s'exiler au moment de l'attaque vers l'Ukraine, de l'attaque russe en Ukraine, et des médias internationaux, enfin russophones, vers les publics, vers la Russie, l'Est de l'Ukraine, les pays baltes. Ça devrait être mi-février, des campagnes que nous avons définies, nombreuses, avec des priorités très importantes, mais aussi un travail très exhaustif. Bref, voilà, nous avons du cœur à l'ouvrage, ça c'était très manifeste, avec une équipe extrêmement énergique, qui fait preuve de créativité. Il faut faire preuve de rigueur, évidemment, quand on gère des affaires juridiques, quand on gère des questions de sécurité, on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit à l'erreur, mais il faut aussi faire preuve de créativité pour trouver les dispositifs qui aujourd'hui fonctionnent. Et à Reporters sans frontières, cette créativité, c'est devenu quelque chose d'important. C'est important que l'ensemble des équipes, face à des choses parfois extrêmement graves, extrêmement lourdes, dures, puissent avoir des soupapes, des possibilités de respiration, et parfois quand même aussi, et même quotidiennement, une joie à défendre un idéal qui est très puissant. Cet esprit, il anime aujourd'hui l'équipe de Reporters sans frontières qui se bat dans l'ensemble du monde. Et nos collègues qui étaient là cette semaine de partout, ils vont retourner dans leur pays, sur leur continent, et mener le même combat qu'on mène partout dans le monde.